The 2-2. Line drive down the right field line, deep in the corner. That's a fair ball, up against the wall in one hop. It's going to be a double for Rizzo. Bryant's going to score. The throw goes to second. Bryant scores. Double for Rizzo. Cubs lead 1-0. The throw by Chisenhall went to second base. Bryant got the green light from Gary Jones. Great base running, great base coaching. Cubs lead 1-0. Bryant hits a high fly ball deep left field. It's got a chance. Gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast MLB The Strikeout. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour partager ensemble notre passion du baseball. Je suis Martin, cofondateur du site The Strikeout et vous devez me voir souvent sur notre Twitter à défendre corps et âme les Astros. Pour m'accompagner, aujourd'hui, je serai entouré de JC, cofondateur du site et l'un des derniers supporters d'Oakland. Salut JC. Salut Martin, très heureux de te retrouver pour ce deuxième numéro. Il y aura également Romain, journaliste de Strikeout plus connu sous le nom de Vladimir Renteria. Bonjour à tous et spécial bonjour à tous les fans des Giants. Et on passe tout de suite au sommaire de ce deuxième podcast et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est très chargé puisqu'on débutera par une grosse page sur les Dodgers et on parlera notamment du cas Cody Bellinger, l'autre rookie star de cette saison. On fera également un tour d'horizon de l'effectif des Dodgers afin de savoir si le club est taillé pour aller remporter les World Series. On passera ensuite au Golden Sombrero, ma séquence préférée et pas que pour notre jingle. On enchaînera avec Milwaukee, l'équipe que personne n'attendait dans cette NL centrale et qui est pourtant en tête de cette division. Et on terminera par le pronostic de la rédac sur une affiche à venir. Allez, c'est parti, play ball. High drive to right, Bruce is back, at the track, Cody Bellinger, you are ridiculous! Cette année, un nom est sur toutes les lèvres, dans toutes les discussions. Il s'agit du phénomène des Yankees, Aaron Judge. On vous l'a d'ailleurs présenté dans notre précédent podcast. Mais de l'autre côté de l'Amérique, un joueur de la côte ouest répond à celui de la côte est. Un autre, rookie, fait pleuvoir les balles sur les spectateurs. Cody Bellinger est lui aussi la grande révélation de cette saison. Il a déjà frappé 24 home runs et 55 RBI cette saison. Présentation de l'autre phénomène de la MLB. JC, je crois savoir que tu suis ce garçon depuis un bon moment. Ouais, Cody Bellinger, faut savoir que c'est un gamin de l'Arizona qui a été élevé dès le biberon au baseball, puisque son papa c'est Clay Bellinger et c'est un ancien baseballeur professionnel. Il a joué en MLB pendant 4 saisons au début des années 2000, dont 3 passées aux Yankees de New York, avec notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette célèbre année 2000 où les Bombers remportent les World Series, ce qui lui a fait une belle ligne sur son palmarès, bien qu'il n'ait pas disputé en fait un seul match des playoffs. Du coup, papa Bellinger, il a eu 2 enfants, donc Cody, on en parle, et puis Cole Bellinger, qui a 17 ans et qui, pour la petite histoire, a été drafté il y a 2 semaines de cela par les Padres. Il a été drafté très loin, donc je ne sais pas s'il finira professionnel. En tout cas, on a 2 gamins qui ont été draftés tous les 2 en MLB. Et donc, du coup, Cody a été drafté, lui, il y a 4 ans, en 2013, par les Dodgers. À l'époque, il est drafté un petit peu loin, puisqu'il est drafté en 4e round, à la 124e place, je crois. Donc il est drafté loin par les Dodgers, il n'est pas programmé, on va dire, pour être un franchise player, il n'est pas programmé pour être la nouvelle figure de son équipe, comme a pu l'être un Chris Bryant aux Cubs ou un Bryce Harper aux Nationals ou encore un Mike Trout. Lui non, c'est pas du tout le cas. Et puis comme tout gamin qui a été drafté en MLB, il va faire un petit séjour chez les minors. Alors petite parenthèse pour les auditeurs, les minors on explique. En gros, on a la AAA qui est le premier échelon, ensuite on a la AA, la A Advanced, la Single A, ensuite les League Rookies. Donc on a plein de ligues comme ça, avec plein d'échelons différents, où les franchises envoient leurs joueurs se faire un petit peu les pieds, s'aguerrir, on va dire, faire leurs armes, avant de pouvoir, s'ils sont bons et s'ils performent, faire le grand saut dans la MLB. Et donc lui, pendant plusieurs années, il se fait les pieds en minors, et puis il y a 2 ans, il casse complètement la baraque, il est au 3e échelon des minor leagues et il frappe quelque chose comme, je crois, plus de 30 home runs, mais en tout cas il dépasse les 100 RBI, ça c'est sûr. Ce qui fait que Baseball America, qui pour les auditeurs est un journal qui est aux États-Unis, enfin un média aux États-Unis, qui classe chaque année les 100 meilleurs prospects des 30 franchises MLB,
le classe, lui, donc dans le top 100 à la 54e place. Donc ça fait quand même de lui un personnage, on va dire un visage connu des scouts en MLB. Et puis l'an dernier, en 2016, il claque 26 home runs et 71 RBI entre la AA et la AAA où il fait le yo-yo. Donc au niveau maximum des minor leagues. Ça, cette année 2016, ça va lui permettre d'intégrer directement à l'orée de la saison 2017 le top 10 prospect de baseball américain. Il est 7e, donc là on rentre déjà dans un autre niveau. Et en avril, et c'est là où les planètes vont s'aligner pour lui, puisqu'en avril, en fait, il est appelé par Dave Roberts, le manager des Dodgers, alors que LA a déjà dépassé, je crois, plus de 20 matchs dans l'année. Il est appelé juste pour une raison, c'est pour pallier aux blessures de Jock Pederson et Enrique Hernandez en champ extérieur. Et alors l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, Dave Roberts lui explique qu'il va rester que 10 jours avant d'aller faire son retour dans les ligues mineures, entre guillemets, t'emballes pas gamin, t'es arrivé mais tu vas repartir, ne te fais pas de faux espoirs. Sauf que lui, le Bellinger, il va en profiter pour frapper 4 home runs et 7 RBI, ce qui va commencer à un peu interloquer le board des Dodgers. On va arriver en début mai, où là, patatras, encore un alignement des planètes avec la star au premier coussin qui est Adrian Gonzalez, qui va se blesser pendant 10 jours. Et pendant cette absence, il va remettre ça, il va reclaquer 5 home runs, il va refaire entrer 15 coéquipiers au marbre. Et donc à ce moment-là, Los Angeles décide de le garder dans l'effectif. Et voilà, une belle histoire. Maintenant, on est fin juin et on en parle pour le All-Star Game, mais surtout, on a en face de nous un garçon qui est en train de battre les records, tous les records de précocité pour un rookie en National League. Il est à 24 home runs. Il mène la danse au niveau des home runs en National League et on se demande jusqu'où il va pouvoir aller. Vous l'avez donc compris, Bellinger est l'une des raisons de la forme actuelle des Dodgers qui viennent de reprendre la première position de la NL West au détriment des Rockies. Mais cette équipe peut-elle enfin retourner au World Series 29 ans après ? Romain, peut-être tu as un avis sur la question ? Oui, alors bon, tu me demandes en premier parce que tu sais bien que c'est pas mon équipe forcément favorite. Mais il faut reconnaître que bon, je les trouve extrêmement bons. Au-delà de leur qualité, qui repose essentiellement sur une line-up composée de jeunes talents et même de joueurs qui n'attendaient plus forcément grand-chose comme Yasiel Puig. Évidemment, offensivement, on a parlé de Bellinger, voilà, c'est sans commentaire. Seager. Ils ont une petite faiblesse en deuxième base avec Utley qui n'est pas bon du tout. En centerfield, ils ont perdu Tols, qui marchait plutôt bien, mais qui sera absent toute l'année. Voilà, mine de rien, leur équipe offensivement reste très solide. Turner, j'aime beaucoup. Offensivement, c'est même je te coupe, mais c'est juste pour ajouter que c'est quand même la meilleure attaque de National League derrière Washington d'ailleurs. Hein. Ah ouais, d'accord. En MLB, ils sont deuxième en tout, je pense aussi, je crois. Je crois que en tout cas, c'est l'une des meilleures de MLB. Ouais, il y a pas de doute là-dessus. Et leur bullpen aussi est le deuxième meilleur de toute la MLB. Le bullpen, il est juste derrière les Indians, et puis il est emmené par l'intouchable Kenny Johnson, donc c'est vrai que ça aide. Hein. Je sais que pour aller en playoff, c'est important ce genre de détails. Donc il y a surtout quand on sait l'utilisation des bullpens intensifs comme on a vu l'an dernier avec Cleveland et Chicago. Il faut que le bullpen puisse répondre présent, quoi. Et puis juste en setup de Janssen, il y a quand même Baez qui est très 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 bon. Et puis c'est un mec solide, quoi. Il y a pas beaucoup dans cette équipe. Même Bellinger, ça a rien d'un feu, quoi, d'un épiphénomène. C'est-à-dire qu'il va continuer à être bon, peut-être un peu moins flamboyant, mais il va continuer à être bon. Et Baez, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont vraiment solides et qui vont probablement durer. Et puis leurs 3 SP sont bons. Alors évidemment, le seul problème, c'est qu'il manque un 4e lanceur très solide. Ils en ont pas. Après, tu parles de Bellinger, justement. Il y a 2-3 jours, j'étais sur le compte donc de MLB France en train de tweeter tranquillement, et puis je discutais avec un autre follower qui nous suit depuis un petit moment déjà et qui est bien sympa, qui interagit souvent avec nous. Il est sous le pseudo de El Comoriano. Et il me disait quelque chose de très juste. Il me disait Bellinger, c'est le gros slugger qui manquait aux Dodgers pour leur faire jouer les World Series. Aucun joueur a plus de 30 home runs en 2016 côté Dodgers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans son sillage, c'est l'équipe qui frappe, quoi. Parce que, la série a pris fin cette nuit, mais ils étaient sur une série de 17 matchs consécutifs avec un home run.
Et du Donc coup, cette nuit, c'était ce mardi, hein, pour ceux qui écouteront le podcast plus tard. 10 victoires de suite. Comment? Sur 10 victoires de suite aussi. C'était sur 10 victoires de suite, ouais. Et c'était donc sur 17 matchs consécutifs avec un home run, ce qui en fait une très bonne attaque. Mais il y a aussi la défense, parce que la défense, c'est la meilleure défense et de très 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 loin en MLB. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 30 runs d'avance sur Arizona, qui est la deuxième meilleure défense. Du coup, moi j'ai l'impression qu'on a quand même une équipe qui est complète de partout. Et je terminerai là-dessus, notamment aussi à la maison. Bon, alors là, ils ont perdu à la maison, alors ça, forcément, c'est le contre-exemple. Mais à la maison, ils sont complètement injouables. Je crois qu'au Dodger Stadium, ils ont dû perdre là-bas. Là, ça devait être leur 11e match de l'année. Mais concrètement, ils gagnent 75% de leurs matchs à la maison. Et ça, en MLB, c'est quand même assez remarquable, quoi. Et moi, contrairement à vous, je suis un peu moins optimiste pour les Dodgers. Notamment concernant le pitching staff, je suis un peu moins enthousiaste que vous. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Julio Urias, le jeune et très très prometteur lanceur, qui s'est blessé en AAA. Et Urias qui a été un des lanceurs incontournables lors de leur playoff l'année dernière. Et donc il va forcément leur manquer, parce que leur rotation est catastrophique derrière Kershaw et Alex Wood. Moi je trouve très très dur. Kenta Maeda, il connaît une deuxième année indigne. Ryu est toujours blessé. McCarthy, il fait des allers-retours. Ouais, McCarthy, après, il pointe à 6 victoires quand même, mais oui, après, il fait des allers-retours sur la dizaine de liste, donc on ne sait pas s'il sera apte pour les playoffs. Après, si Alex Wood continue à surprendre son monde, à tenir ce rang de deuxième as, qu'il a cette année complètement, parce qu'il a 8. Il a toujours pas perdu le moindre match. Voilà. Il a 8-0 avec un ERA à 1,86, c'est phénoménal, on l'attendait pas à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai qu'à 26 ans, il est en train de sortir sa meilleure année. S'il arrive à enlever un petit peu la pression qu'il peut avoir sur les épaules de Clayton Kershaw, on le sait notamment en post-saison, ça peut être bénéfique pour les Dodgers. Le petit souci, c'est qu'on ne sait pas ce que va donner Wood en post-saison, quoi, parce que là, il nous sort une bonne saison durant les matchs, les 150 matchs de la saison régulière, justement. Et on ne sait pas du tout ce qui peut nous réserver pendant les playoffs. Et tu le disais très bien, parce que Kershaw, il a bien besoin d'aide, parce que dans quel état ils nous l'ont mis lors des dernières pré-saisons, à le faire lancer en lanceur de départ, le faire jouer tous les 2 matchs en relève, en poste de softer, etc. Donc il leur faut vraiment, je pense moi, va falloir recruter un nouveau lanceur. Donc c'est ce que je suis en train de préparer pour The Strikeout, un article sur les potentiels recrues de certains clubs. Et il y a une rumeur qui est en train de monter du côté de Los Angeles. On parle de Justin Verlander. Ce serait un joli coup. Le lanceur de Détroit. On le sait, les Tigers, ils vont rien faire pendant un petit bout de temps. Et Verlander, ça serait un bon coup. Il a des gros stats. Il continue à performer malgré une équipe catastrophique derrière lui. Il a fini 2e à la course du Cy Young dans des conditions dont on va rester expérience en plus, quoi. On va rester poli. Et puis surtout, c'est que le seul problème pour faire bouger Verlander, c'est son salaire. Et le salaire, ça n'a jamais été un problème pour les Dodgers. Donc ce serait une superbe prise pour le club californien. Et puis un enchaînement Kershaw, Verlander, Alex Wood, ça aurait bien plus de gueule, je trouve en tout cas. Et moi, je pense que s'ils arrivent à recruter un ace du type Verlander, là, on pourra commencer à parler d'un très sérieux candidat au titre. Je pense que le recrutement, il est essentiel. Comme tu disais, la perte de Urias, en plus, il pourra revenir dans 1 an à peu près, ou en gros 1 an, presque 1 an et demi. Un jeune lanceur comme ça peut changer beaucoup de choses. Donc forcément, le recrutement, il va être essentiel. Même plutôt un jeune lanceur, je ne sais pas. Mais s'ils veulent gagner maintenant cette année, parce que je pense qu'ils peuvent le faire, comme je disais, je pense qu'ils ont une forme de magie à la Giants à une époque. C'est-à-dire qu'ils ont 19 victoires par comeback, dont une avec 3 home runs consécutifs dans la deuxième manche pour remonter. Ils ont une forme de magie, et je pense que cette année, ils sont mieux armés que jamais pour l'emporter. Et puis il va falloir un jour excuse-moi, JC, il va falloir aussi un jour capitaliser sur Clayton Kershaw, parce que c'est bien beau d'avoir le plus grand lanceur de notre décennie, mais si c'est pour ne pas lui offrir la moindre bague, ça serait quand même bien dommage. Vas-y. Justement, par rapport à ça et Kershaw et ses post-saisons un petit peu catastrophiques, je pense qu'il est tellement attendu
en post-saison. Et on le sait, le baseball, c'est un sport où, à un moment donné, malheureusement, le pitcher va finir par craquer. C'est l'histoire de ce sport. Il est un petit peu tout seul. Et cette année, justement, il est aidé par sa défense. Il va être aidé par cette attaque emmenée par Bellinger. Moi, j'y crois vraiment. J'en avais fait mon favori en début de saison. Je le maintiens. Alors, c'est vrai qu'ils ont une petite malédiction, les Dodgers. En plus, ça fait 4 ans qu'ils raflent la mise en National League West avant de se faire taper avant même les World Series. Mais cette année, moi, je pense que c'est la bonne. Et puis, je crois vraiment en Dave Roberts, le manager, qui est arrivé donc l'an dernier. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il peut nous faire un petit peu un coup, vous savez, comme Joe Maddon au Cubs, c'est-à-dire un coup en 2 ans. Une première année un petit peu pour prendre le pouls, échouer aux portes des World Series comme Joe Maddon, et la deuxième année pour aller rafler la mise, quoi. Voilà. C'est mon petit pari, petit pari pour terminer. Les petits paris de JC. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce débat dans les commentaires ou sur Twitter. On sera ravis de continuer ce débat avec vous. Et pour nous, on va passer au Golden Sombrero. On passe donc au Golden Sombrero. Vous le savez désormais, ici, nous parlerons des joueurs qui nous ont déçus et qui ont déçu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que JC a joué les oiseaux de mauvaise augure, puisque lors du dernier podcast, il avait évoqué le cas du pauvre Chris Carter dans son Golden Sombrero. Et depuis, Carter a été envoyé en Ligue mineure. Alors JC, qui vas-tu envoyer dans la tombe cette fois ? Écoute, on va essayer de n'envoyer personne, en tout cas, dans les minors pour une seconde fois consécutive. Mais cette fois, je suis allé chercher un peu loin. J'ai pris un jeune dominicain des Padres. Il s'appelle Franchi Cordero. Il est centerfield. Il a 22 ans. Et alors, en fait, ce dominicain, il est appelé il y a un mois dans le grand show. Mais ce qui se passe, c'est que sur son premier mois de MLB, il rencontre déjà son premier gros slump. Un slump, c'est la période pendant laquelle un joueur de baseball ne va plus toucher une balle. Et pour vous donner un petit peu des stats qui vont sans doute vous parler, sur 80 passages dans la boîte, il y en a eu plus de 40 qui ont terminé par un strikeout. Donc c'est assez énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et ce qui m'inquiète vraiment pour lui, c'est que sur la dernière semaine passée, donc sur les 7 derniers matchs, il n'est pas arrivé une seule fois en première base. Et donc en tout, j'ai regardé, il a eu 22 tentatives pour arriver au premier coussin. Ça, c'est très très mal fini à chaque fois, et avec un retour sur le banc. Donc voilà, un gros slump pour un jeune joueur qui est très loin justement aujourd'hui des lumières d'un autre rookie comme Aaron Judge ou Cody Bellinger. Et la question, c'est est-ce qu'il va finir comme Chris Carter à retourner dans les minors après avoir été Golden Sombrero chez nous? Réponse au prochain épisode. On lui souhaite pas en tout cas. Et toi Romain, à qui revient ce célèbre award? Alors pour moi c'est Rougned Odor, le deuxième base de Texas. Texas qui est une équipe qui marche moyennement, un coup ça va pas. Mais lui au moins on est sûr que ça va jamais. Alors Odor, pour le situer un peu, c'est un joueur qui l'an passé frappe 33 home runs. L'année d'avant 16 home runs, ça fait juste 3 ans et demi qu'il est dans les ligues majeures maintenant. C'est un joueur dont on pensait qu'il avait le potentiel de frappe d'un Bellinger, d'un Mazzara, d'un Sano, un mec capable de frapper 40, 50 home runs par an. Il se trouve que cette année, qui devait être vraiment la saison où il allait littéralement exploser, il est complètement à côté de son sujet. Là, il est juste à 12 home runs, dont 2 inscrits lors du premier match, 31 tout petits RBI et une moyenne de bâton de 210. Donc il n'y a rien qui va. En plus, son pourcentage de strikeout, qui était déjà très élevé quand il frappait bien, continue à augmenter alors qu'il n'est plus du tout sur tous les plans. Donc voilà, il a même été relégué en 7ème place du batting order de Texas, alors qu'il n'avait jamais été situé au-delà de la 5ème place. Voilà, son état de forme commence à inquiéter. Il est en partie responsable de la méforme de Texas. Il ne fait pas ce qu'il faut pour faire gagner les matchs, basculer les rencontres. Donc, toutefois, ça reste un joueur extrêmement estimé, donc il devrait continuer à tenir sa place. Mais il faudrait vite qu'il se reprenne parce que c'est un vrai talent pur et un vrai potentiel. Donc voilà, il faut voir, mais c'est une des très grosses déceptions de cette saison. En tout cas, moi, son slump, ça me fait bien plaisir, notamment pour mes Astros, Ouais. parce qu'il nous avait fait beaucoup de mal. Ouais, j'entends bien. Et donc pour toi, Martin, ce sera ? Pour ma part, moi, ça va être Carlos Gonzalez, le champ extérieur des Colorado Rockies. C'est censé être l'une des forces de frappe de cette équipe. C'est censé être le franchise player des Rockies. Et jusque-là, il avait parfaitement joué le rôle en finissant notamment 3e dans la course au
au MVP en 2010, et ça on oublie souvent. Il a par exemple frappé plus de 20 home runs pendant 6 saisons, proposé une moyenne à la batte de plus ou moins 30% sur 5 saisons. Donc c'était un joueur très utile et indispensable à l'alignement de Colorado, tant offensivement que défensivement. Mais cette saison, je sais pas ce qui se passe. Il ne frappe que 22%, juste au-dessus de la Mendoza Line. Donc vous savez, c'est cette ligne qu'on dit indigne pour un joueur de MLB. Ouais, juste la Mendoza Line qui, pour expliquer aux auditeurs, est en fait en référence à Mendoza, qui est un joueur mexicain de MLB dans les années 70-80 et qui terminait souvent les saisons en dessous de 200. Donc voilà, c'est juste pour... C'est la ligne Mendoza, c'est la ligne frappée à 20% de moyenne. Voilà. Et c'est un joueur qui n'est pas prêt ou qui n'est plus en forme à la batte, quoi. Ouais. Et donc c'est ce qui est en train d'arriver à Carlos Gonzalez, qui a l'air d'être dans un slump. Alors que son équipe marche très bien, on en parlait d'ailleurs dans le podcast précédent, même si elle connaît un petit coup de mou. Et c'est serait peut-être lui qui aurait pu éviter ce coup de mou aux Rockies en proposant des stats comme les années précédentes. Et surtout, il perd beaucoup de points. Il perd beaucoup de points pour re-signer un futur contrat, vu qu'il est en fin d'accord avec Colorado à la fin de saison. Donc c'est une grosse déception. Et je pense que ça va faire énormément de mal à Colorado. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que Colorado a finalement les armes ailleurs pour réussir offensivement. Mais c'est vrai qu'il manque, et puis je pense qu'il est un peu sur la fin. Et puis, il aurait pu un peu enlever de la pression à Ian Desmond et Mark Reynolds qui tiennent tout seuls l'attaque des Colorado avec Blackmon, évidemment. Et il peut enlever un peu de pression à Reynolds et aux autres jeunes Rockies. C'est ainsi qu'on termine ces Golden Sombrero et on va passer au deuxième débat du jour. Just deflected over. Looking to play by Burley. Mercy! Wow! From the Gold Glove winner. Look at this. That's as good as I have ever seen right there. Ce deuxième débat du jour où on va parler des Milwaukee Brewers, peuvent-ils donner les Chicago qui avait une fin à sa malédiction et remporter enfin le titre qui les fuit depuis si longtemps. Chicago qui pensait s'installer une dynastie et remporter une ribambelle d'autres bagues. Pourtant, à presque mi-parcours, les Oursons ne sont que deuxième de l'ANL centrale à 2 succès du leader, mais surtout à presque 9 victoires d'une potentielle wildcard. Et le leader de cette division, ce n'est pourtant ni les Pirates ni les Cardinals, mais bien les surprenants Milwaukee Brewers. Après avoir perdu Jeffrey, Stoneburg, Smith dans le bullpen ou des Lucroy et Carter à la batte, l'équipe parvient sans cesse à se renouveler grâce à un farm system. Des prospects comme Brinson, Santana, Hader ou encore Brett Phillips parviennent jusqu'en majeur pour apporter leur jeunesse et leur talent. Mais celui qui n'a pas perdu son talent, c'est Ryan Braun qui continue encore et encore à porter cette équipe de Milwaukee. Et pourtant annoncé partant tous les ans, mais il reste bien à Milwaukee. Je crois que l'un d'entre vous voulait nous parler de la saison de Ryan Braun. Oui, alors je voulais parler de Ryan Braun parce que c'est vrai qu'il est un peu le symbole de cette réussite. C'est-à-dire qu'il est la composante du succès de Milwaukee dans le domaine des vétérans. Chaque année, on annonce sur le départ, finalement il reste, et malgré les blessures, il continue à être performant. Et d'un autre côté, on a ceux qui viennent d'arriver, donc les tout nouveaux. On peut parler de Thames, par exemple, que les Brewers sont allés chercher en Asie. En Corée du Sud, exactement. Ouais, en Corée du Sud. Il sortait d'ailleurs de 3 saisons assez phénoménales là-bas où il frappait en moyenne pour 348 avec une présence sur les bases à 450, donc il était assez costaud là-bas. Ouais. Ouais, c'était un jeu de baseball niveau facile, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait tout ce qu'il voulait, ça rentrait. Et donc ils sont allés le prendre là-bas où il a pris la confiance, il a retrouvé de la puissance terriblement. Donc voilà, c'était un pari extrêmement intéressant que les Brewers ont fait avec malice. Il est l'une des pierres, des petites qui font le succès de Milwaukee, très vicieux. Complètement, hein, c'est pour te rejoindre sur ce que tu dis, mais c'était un pari de Mark Attanasio, le directeur des Brewers, mais au final c'est l'audace qui est récompensée et tant mieux pour Milwaukee. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, oui, il a 20 runs, mais derrière lui, du coup, ça enchaîne on va dire qu'il a montré le chemin. Il tire les autres. Exactement, il tire les autres vers le haut, puisqu'il y a 5 joueurs à plus de 10 home runs et 5 joueurs à plus de 30 RBI derrière.
Ça en fait une des meilleures attaques de National League. Et c'est une équipe qui on voit souvent du home run. C'est une grosse équipe de bâton maintenant, quoi. Et c'est vrai qu'il a tiré le groupe vers le haut. Et c'est appréciable d'avoir des petits paris comme ça qui sont récompensés. Et à l'inverse de certaines équipes, c'est pas feast pour famine, comme on dit. C'est pas home run ou rien. Ils arrivent aussi à monter en base, à frapper pour une moyenne, etc. C'est pas qu'une équipe de home run. Et puis, c'est vrai ils manquent de talent dans l'ensemble, on va pas se mentir. Il y a peu de chances qu'ils aillent au bout. Mais toutefois, ils ont des joueurs qui vont prendre fin à un moment. Ça va être Broxton, donc Thames depuis le début de saison, et puis Shaw qui est un All-Star potentiel, alors qu'à Boston, ancien des Red Sox l'an voilà, dernier. alors qu'à Boston, il était considéré comme backup d'un Sandoval qui n'existe quasiment plus d'ailleurs. Mais voilà, là il a 15 home runs, quasiment 290 de moyenne au bâton, 53 RBI, donc quasiment ce que font les meilleurs. Voilà, ils l'ont signé pour un an à moins $1 million et c'est un All-Star potentiel. Je crois que c'est un peu plus. Il est plus sur un salaire de 4 millions qu'1 million, mais c'est l'ordre d'idée. Voilà. Après, si on avait demandé dans le Wisconsin il y a 6 mois, est-ce que vous signez pour avoir une telle saison des Brewers? Je pense que tous les fans auraient signé. C'est-à-dire que le recrutement des Brewers, comme le disait Romain, il a été très intelligent, il était très bien pensé. Ils ont fait des paris. Ils sont allés chercher pour améliorer leur bullpen Neftali Feliz, par exemple, des Pirates. Ça a vraiment apporté sa petite pièce à l'édifice puisque le bullpen aujourd'hui il fait le travail. Ils ont ramené quand même 26 saves. Il n'y a pas que Félix, il y a que Nebel qui est devant d'ailleurs, donc à eux deux ils en ont ramené pas mal. Mais voilà, c'est un recrutement intelligent et j'irai même plus loin. Je dirais que en fait c'est pas politique, c'est une politique. Voilà, exactement. C'est une politique qui est menée depuis plusieurs années parce que c'est Milwaukee, c'est une équipe qui a tradé des Chris Davis, des Adam Lind, des Jonathan Lucroy, des Jean Segura, des Marco Estrada. Comme je disais tout à l'heure, les Jeffress, voilà, des Gallardo, enfin bon, des joueurs, des bons joueurs, des bons joueurs, exactement. Mais cette politique, elle a permis une chose, elle a permis à Milwaukee de passer du 25e à peu près farm system en 2015, donc il y a 2 ans, hein, on n'est pas non plus 10 ans en arrière, il y a 2 ans, ils étaient donc dans les bas-fonds des farm systems en MLB, et aujourd'hui c'est le 5e farm system, en tout cas il est évalué comme étant le 5e farm system de MLB. Et je terminerai pour dire que l'avenir est prometteur pour Milwaukee, c'est le fait qu'ils ont fait une reconstruction comme ça, un petit peu douce, mais en plus ils ont une dernière carte dans la main, ils ont un as en gros qui peuvent encore sortir. Je veux bien sûr parler de Braun, parce que Braun il a encore 4 années de contrat à $86 millions, et il coûte cher, mais ils peuvent surtout le trader à tout moment, et pour pouvoir encore améliorer ce farm system. Et vu qu'il performe excellemment bien, on peut se douter qu'il va pas partir gratuitement, quoi. L'équipe qui va vouloir le recruter va devoir sortir l'artillerie lourde et les top prospects. Ouais. Et puis si on parle un peu du pitching, il y a un joueur dont on parle très peu parce qu'il est aux Brewers d'ailleurs. C'est Junior Guerra qui, après son année de rookie l'an passé qui était très bonne, continue cette année et confirme. Voilà, il fait un très bon duo avec Chase Anderson, qui est sur sa 4e année et de loin sa meilleure. Donc voilà, on a suivi victoire de Chase Anderson. Voilà, il faut un bon duo. Le bullpen avec Nebel tourne bien. Ils ont un 2e tas de save, il me semble. Derrière. Comme le disait JC, voilà. Ils sont au niveau des saves, ils sont à 26 et je crois que devant il doit rester les Rockies, mais emmené par Holland, quoi. Donc ils sont très très bons à ce niveau-là. Donc ils ont pas mal de trucs pour durer, du moins pour rester compétitifs pendant un petit moment. Ils sont partis pour durer, mais moi cette saison, je pense que ça va être un peu court pour eux. Tu le disais, le pitching staff n'est pas du tout d'envergure pour lutter contre les grandes pontes de la National League comme les Dodgers ou les Washington. Mais c'est pour relancer un cycle positif, je pense, avec tous ces rookies qui montent, ça leur fait de l'expérience et puis ça leur permet de faire ramener du public dans leur stade, quoi. Ouais, c'est vrai que le stade est quand même bien rempli. Ils n'ont pas fait un tanking à l'ancienne pour pouvoir reconstruire. Ils reconstruisent doucement mais sûrement, de façon à ce que le public soit toujours intéressé. Et puis juste pour finir, là, peut-être dire qu'ils ont signé Stéphane Voigt des Athletics, que je connais. Je le connais très bien pour suivre les assos quotidiens. Lui, il a évolué donc à Oakland depuis 2013. C'est pas un joueur, il a été 2 fois All-Star, mais c'est pas non plus la star du circuit. Il est plutôt sur la fin. Cependant, il va amener une expérience à Milwaukee et ça c'est pas négligeable. Moi je trouve que c'est un bon catcheur, c'est un catcheur qui sait bien encadrer son lanceur, qui sait le rassurer, qui sait appeler les bons lancers. Donc voilà, c'est un recrutement encore une fois, un petit pari,
mais intelligent. Et je pense que dans le baseball, l'audace, elle est souvent récompensée. Et je pense que Milwaukee, dans les années futures, effectivement, cette année sera un petit peu short pour les playoffs, mais dans les années futures, on peut compter sur eux. Ouais. Donc c'est ainsi que se termine notre deuxième débat du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir. On se fera un plaisir de vous lire. On termine ce deuxième podcast avec une nouvelle catégorie, les pronos de The Strikeout. That ball hit deep. Way back. Wells, if the ball looks up, you can put it on the board. Yes! Dans les pronos de The Strikeout, on va vous présenter une affiche à venir en vous donnant notre avis sur les forces et les faiblesses des équipes. Mais on va aussi se mouiller en tentant sur un pronostic. Et aujourd'hui, l'affiche dont on va parler, c'est Yankees Astros, une série qui débute le 30 juin. Messieurs, un avis? Alors, je vais commencer sur les pronos entre Astros et Yankees. Moi, je vois les Astros 2 matchs sur 3 sur un 2-1 du coup. Pourquoi? Parce que la tendance aujourd'hui, elle est plus sur Houston. La dynamique est en tout cas 100% Houston comparé aux Yankees qui sont en train de chuter en roue libre depuis quelques semaines là. Faut pas oublier que les Astros, ils avaient quand même quasiment balayé les Yankees. Il y a un mois à New York au Yankee Stadium, ils avaient remporté 3 matchs sur 4. Tout à fait. Et puis les Yankees, New York, ils sont sur, je crois, 2 victoires sur les 12 derniers matchs. Sachant qu'en plus, sur ces 12 derniers matchs, ils ont joué des équipes qui étaient à leur portée. Ils ont joué Oakland, hein, donc je sais de quoi je parle, mais justement, ils devaient nous taper et on a réussi à balayer New York. Alors, pour que les As réussissent un balayage, c'est que faut y aller quand même. Hein. Donc voilà, ils jouaient donc Oakland sur une série, ils jouaient les Angels sur 2 séries, et au final, ils ont remporté que 2 matchs sur 12, c'est très très peu, face à des adversaires qui étaient à leur portée. Moi, je vois les Yankees vraiment dans une méforme par rapport au début d'année. Et il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils sont dans une division ultra serrée. On la connaît. Elle est vraiment très, très compétitive, cette American League. Exactement. Exactement, ouais. Avec Boston, avec les Rays, avec Baltimore. Enfin, voilà. C'est ça. Il y a du monde. Et voilà. Je vois quand même Houston. Et je terminerai en disant que pour moi, cette série est beaucoup plus importante pour New York que pour Houston. Parce que c'est-à-dire que Houston, ils sont tellement en tête en American League qu'ils n'ont pas besoin forcément de remporter cette série. Alors qu'à l'inverse, les Yankees, là, ils ont vraiment besoin de rebondir et d'aller. Ils ont perdu des points en jeu, hein, face à des équipes comme les Angels, comme Oakland, qui étaient à leur portée. Maintenant, il va falloir aller chercher des victoires face à des gros et ça va être plus difficile. Et toi, Romain, je crois que tu as analysé une affiche plus en particulier. Oui, alors pour parler globalement, je vois 2-1 pour les Yankees. Par contre, leur seule défaite, je la vois dans l'affrontement qui opposera au deuxième jour de la série McFlyers de Houston et Luis Severino de Yankees. Ces 2 lanceurs connaissent des pics de forme complètement inversés. Dans la première rencontre, qui avait déjà opposé les deux lanceurs à la mi-mai, Severino avait été complètement dominé par les battes de Houston. Et Fires, alors qu'il n'était pas au milieu, avait plus ou moins tenu son rang avec 5 manches lancées et 4 runs encaissés, ce qui est pas terrible. Mais il se trouve que depuis, Severino, ses 2 derniers starts, a complètement coulé contre Oakland et les Angels. Il prend 9 runs en 12 manches. À l'inverse, Fires, sur les 20 dernières manches, les 3 derniers matchs, il prend uniquement 2 runs. Y compris contre Oakland et les Angels. Donc les 2 lanceurs sont à l'opposé. Un peu à l'image des Yankees qui avaient bien démarré et qui commencent à faiblir. Leur faiblesse est aussi due à la baisse de forme d'un joueur comme Severino, qui est très très estimé. Donc voilà, sur ce match-là, je vois une vraie victoire de Houston assez tranquillement, puisque Fires. Mais la seule, là, pour toi. Mais la seule. Mais voilà. Mais tu peux me parler de Fires, parce que je pense que tu connais mieux que moi, mais en tout cas, il marche vraiment bien, quoi. Ouais, ce qui est fou avec Mike Fires, c'est que il était censé partir dans le bullpen, puisque, comme tu le disais très bien, il était dans une période très très difficile. Et du coup, le manager des Astros l'a convoqué dans son bureau pour lui annoncer qu'il allait finir dans le bullpen et que Brad Peacock, qui performait excellemment bien, allait prendre sa place dans la rotation. Malheureusement, ou heureusement pour lui, malheureusement pour les fans ou heureusement pour McFlyers, Kutchel et McCullers se blessent en même temps et vont sur la disabled list. Et du coup, McFlyers se retrouve en lanceur de départ. Et c'est là où il va faire mentir tous les pronostics, parce que jusque-là, c'était le lanceur qui concédait le plus de home runs en Major League. Et depuis, il trouve une forme incroyable, comme en 2015 quand il avait lancé son no-hit contre les Dodgers, justement. Et c'est vraiment une histoire incroyable, parce que
tout le monde à Houston voulait le voir minimum dans le bullpen, voire le trader. Et là, il est en train d'être le meilleur lanceur pour le moment, en tout cas, puisque Keuchel et McCullers. Ouais, n'oublie pas Dallas Keuchel quand même. Mais un lanceur valable et apte, pour l'instant, c'est le meilleur lanceur de Houston, malgré la promotion de deux super prospects des Astros, Francis Martes, le numéro 1, et David Poligno. Les deux sont un peu en difficulté. D'ailleurs, Martes n'a lancé que 2 manches dans son dernier match. Et ça utilise énormément le bullpen de Houston. Donc à suivre, il va falloir faire attention pour Houston parce que on fatigue le bullpen avec ses absences à longue durée. Et il va peut-être falloir commencer à penser à un recrutement. Notamment, ça va faire de la peine, j'y sais, mais à Sonny Gray qui a annoncé avec insistance. Le jour où on va perdre Sonny Gray, mon cœur va saigner, moi. Oui, mais néanmoins, tu le disais, JC, les tendances sont inverses. Houston continue de performer. On a le meilleur bilan de la MLB. Ils ont le meilleur bilan de la MLB, pour être précis. Un petit peu d'objectivité, Martin, ne te fera pas de mal. Ouais, bien évidemment. Ils ont le meilleur bilan de la MLB. Les Yankees sont en chute libre. Je vois donc 2 victoires pour Houston, 1 défaite pour New York. Et je profite juste de ce que tu parlais de Martes, qui, dans le dernier match de la série, il y aura un bel affrontement entre 2 prospects que j'aime beaucoup au niveau des lanceurs, qui sont Martes d'un côté pour Houston et Montgomery qui a lancé un bon match hier pour les Yankees. Donc ça fera un bel affrontement et voilà. Donc si on résume, donc 2 victoires à 1 pour vous deux, pour Houston. C'est ça. Et moi pour les Yankees. Nos amis parieurs, vous savez quoi faire désormais, faire confiance à JC ou à moi-même ou à Romain. Et c'est ainsi que se termine ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci messieurs. Merci beaucoup. Bonne semaine. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très vite.